Bien, et bonjour, chers amis. Je vous accueille sur le webinaire numéro 109, qui est consacré cette fois au futur, l'avenir des blockchains, c'est-à-dire des architectures de chaînes de blocs. Bien, on va rappeler d'ailleurs un peu ce que c'est. Le problème étant que on a été très optimiste au début, en disant c'est la panacée. Et puis maintenant, on l'est beaucoup moins, au point qu'un certain nombre de personnes disent qu'il n'y a aucun avenir pour cette architecture. Je vais essayer de faire la part des choses et de dire l'intérêt évident des architectures de chaînes de blocs, mais également les difficultés qu'il y a à les mettre en œuvre. Donc, l'essentiel donc de mon propos sera donc de dire c'est inéluctable, mais on ira donc avec prudence. Bien, vous voyez donc le thème que j'ai donc choisi. Alors, bon, évidemment, c'est toujours des sujets donc à polémique, évidemment, hein. Euh, je vais vous donner donc le sommaire hein, de ce webinaire. Alors, une nécessité incontournable, ça c'est évident. Pourquoi? Parce que l'architecture de blockchain, à mon sens, est la seule solution vraiment crédible qui permet de contrôler ce qu'on appellera la vérité au sens large. Bien, j'y reviendrai longuement parce que c'est essentiel, surtout dans les temps que nous vivons actuellement. Donc, il est temps, à mon avis, de passer aux choses sérieuses et il faut donc rappeler quels sont les concepts fondamentaux donc, de la blockchain. Alors, ce que je vais essayer de montrer également, c'est que non seulement c'est intéressant du point de vue, on va dire, du point de vue fonctionnel, mais également il y a maintenant un grand nombre d'applications qui existent. Alors, on n'en parle pas nécessairement parce que ce sont souvent donc des fournisseurs. Il n'y a pas encore énormément d'applications, on va dire, pour les entreprises en interne, des blockchains, on va dire, spécifiques. Ça, c'est pas encore très développé. Par contre, on trouve effectivement de cas hein, de développement qui ont été effectués. Et je vous rappellerai donc les grands domaines applicatifs. Et j'insisterai sur la complexité des développements. Pourquoi? Parce que on doit mettre en œuvre des applications distribuées, donc des dApps. Alors, vous me direz, c'est moins compliqué que des applications décentralisées. Mais quand même, c'est pas simple du tout. Et on a donc devant nous un nombre d'obstacles assez redoutables. Et donc, il faut vaincre hein, pour arriver à mettre en place ces architectures. On verra que il n'y a pas aujourd'hui énormément d'API disponibles. Alors, il y en a dans certains domaines. Par exemple, celui du requêtage des informations de monnaie cryptographique. Ça, on en a beaucoup. Je vais vous en montrer quelques exemples. Par contre, dans tous les autres domaines, là, ça commence un petit peu à manquer. Alors, il en existe, mais c'est plutôt open source, voire totalement propriétaire. Et à ce moment-là, on va dépendre donc d'un fournisseur, ce que, vous l'avez compris, je n'apprécie pas. Est-ce que l'enjeu en vaut la peine? Est-ce que les difficultés que l'on va rencontrer, eh bien, valent la peine d'être vaincus en termes de temps et de coût hein est-ce que, en fait, le jeu en vaut la chandelle hein est-ce que c'est vrai? Et donc, on terminera par une espèce de prévision qui, de mon point de vue, est assez optimiste, mais quand même avec un peu de prudence. Je rappelle, pour positionner un peu les choses, que le marché de la blockchain, d'après Future Business Insights, eh bien, devrait passer de 17,57 milliards de dollars évalué en 2023 à 825 milliards de dollars en 2032, avec une progression donc annuelle de 52%, ce qui est colossal. Alors moi, je pense que c'est très optimiste. Hein. C'est plutôt pour valoriser, on va dire, le monde des blockchains. Mais vous avez derrière ça quand même tout le marché des crypto-monnaies. Et évidemment, comme il y en a des milliers aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez vu que le président Trump donc en a créé de nouvelles, alors qu'avant, il n'avait pas de mots assez négatifs pour parler des monnaies cryptographiques. Donc, c'est surtout ce marché qui tire, en fait, les blockchains. Mais c'est pas celui qui m'intéresse donc aujourd'hui.
Alors donc, une nécessité, donc contrôle de la vérité. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est vraiment très aléatoire. On ne sait plus si les documents qu'on utilise sont justes, si les fichiers auxquels je me connecte sont exacts, voire même si je suis dans une réunion, est-ce que la personne, peut-être pas aujourd'hui, mais demain matin, est-ce que la personne que j'ai comme interlocutrice, comme interlocuteur, eh bien, est la personne qu'elle prétend être. Hein, je pense que les années qui viennent vont être des années de recherche de la vérité. Quelque chose qui devient impalpable, de plus en plus difficile donc à obtenir. Et je peux rappeler quelques exemples. 30% des curriculums vitae sont faux et ne sont pas contrôlés par les ressources humaines qui ont sans doute autre chose à faire. Mais évidemment, ça pose quand même des problèmes parce qu'on se rend compte trop tard. Les documents d'imposition, nos impôts, nos taxes, il vaudrait mieux qu'ils soient justes et qu'ils ne puissent pas être modifiés par des tiers, comme c'est arrivé. Donc, l'architecture de blockchain sera donc toute désignée pour pouvoir garantir, on va dire, la véracité de ces documents. C'est vrai également pour les valeurs mobilières, donc les actions. Et je vous montrerai donc un exemple que j'ai mis en œuvre dans un pays où on a effectivement une blockchain qui va donc gérer et administrer tous les échanges de valeurs mobilières, donc d'actions sur une certaine place de marché. Vous avez également les données d'identification. Les données d'identification, c'est comment s'identifier, surtout numériquement maintenant. Il ne faut pas pouvoir modifier ça. Alors bien sûr, on tombe ici dans le domaine des données personnelles, qui est un vrai souci. Il ne suffit pas de dire il ne faut pas y toucher. Non, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de dire comment je fais pour me protéger et de manière à ce que ces données d'identification soient piratées et qu'un tiers puisse se substituer à moi si je, vous voyez, ou les modifier, ces informations. Et donc, la blockchain, bien entendu, elle s'impose. Les données de santé. Les données de santé, pendant très longtemps, on a considéré que c'était quelque chose qui était tabou. Il était hors de question même de les numériser. Mais le mouvement maintenant qui nous vient des États-Unis et du Canada fait qu'il y a de plus en plus de solutions où on positionne, on place, on poste nos données donc de santé quelque part, de manière à ce qu'un tiers médecin, infirmier ou infirmière puisse y accéder rapidement en étant certain que ces informations sont justes. Bien entendu, il faut contrôler tout ça. Les emprunts, les données judiciaires. Les données judiciaires, on a constaté qu'il y avait des faux là-dedans. Si vous êtes la possibilité de les modifier, eh bien, vous pouvez redresser le profil d'un individu, même si c'est un criminel endurci. Donc, la seule solution, ce n'est pas, comme on le fait en France, de dire j'empêche les gens de se connecter à certains niveaux de données judiciaires, hein, c'est ce qu'on appelle vous voyez, donc les données de type 1, de niveau 1 et de niveau 2, mais ce qu'il faut, c'est les protéger. Oui, ça me paraît une évidence. Les diplômes donc rejoignent ce que je disais sur les curriculum vitae, et les diplômes devraient donner lieu à des architectures de blockchain où chacun partagera, on va dire, le profil de diplôme des individus qui participent à cette communauté. Donc, je veux dire, c'est une nécessité. C'est le monde qui veut ça, c'est la vie que nous avons donc maintenant. Alors, d'un point de vue fondamental, parce que je voudrais quand même rappeler un tout petit peu ce que c'est qu'une blockchain, hein, je crois que la meilleure manière de représenter ce qu'est une blockchain, c'est de dire qu'au fond, c'est le cause du TI. Alors, le kolkhoz, c'est une économie dite collective et qui a été mise en œuvre en 1917, donc lors de la Révolution russe, où les individus n'avaient plus de propriété, mais travaillaient pour une collectivité qui était le kolkhoz. Bon, là, il ne s'agit pas d'exproprier les gens avec une blockchain, c'est pas du tout ça. Mais on a la même notion de partage. Alors, au fond, c'est une sorte de kolkhoz, hein, comme on a pu en connaître il y a donc maintenant 100 ans. Hein, je pense que c'est ça. Dans une blockchain, la vérité n'appartient plus à une entité centrale, comme ça pourrait être le cas pour les monnaies avec les banques centrales. On a beaucoup rechigné à cette position monopolistique, voire outrageante des banques centrales, et donc on se dit,
eh bien, plutôt que ce soit les banques centrales qui vont tout diriger en termes de monnaie, par exemple, eh bien, on pourrait imaginer des monnaies numériques qui soient donc créées, gérées et administrées par une communauté. Et c'était le cas donc avec les bitcoins et du célèbre Matsumoto qui a été le premier à lancer donc cette mode. Alors on trouve maintenant de nombreuses, on va dire, on commence à trouver en tout cas des blockchains publiques, ça veut dire que n'importe qui peut se connecter, hein. Mais je crois que c'est quand même les instances privées qui devraient avoir le vent en poupe. Parce que je pense qu'il y aura vraiment deux grands domaines. Vous aurez le domaine on va dire des blockchains publics où tout le monde sera connecté, puis il y aura aussi des cas, mais qui seront moins nombreux, nettement moins nombreux, où je développerai des choses spécifiques pour moi, avec une communauté de gens triés sur le volet et qui partageront donc cette vérité. Sauf qu'on le verra, c'est pas très facile donc à monter. Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. On a été beaucoup trop vite dans les années 2020-2021 en disant que voilà, c'était parti, tout le TI serait blockchainisé. Évidemment, c'est pas vrai. C'est tout à fait faux. Et il va falloir du temps, vraiment. Donc, alors, la seule question que je pense on doit se poser, il n'y en a qu'une. Est-ce que la décentralisation de la vérité et le partage de cette vérité présente un intérêt technique, un intérêt commercial, un intérêt sécuritaire. Et est-ce que c'est réalisable concrètement, on va dire, en des temps, voire en des coûts abordables et acceptables? C'est la seule question qu'il faut se poser. Et malheureusement, j'ai constaté quand même qu'il y a des structures de TI qui sont parties un peu comme ça à l'aventure en disant c'est formidable parce que le Gartner a dit que c'était bien, donc elles sont parties là-dessus et ça a été un four absolu qui a coûté donc des fortunes. C'est la seule question donc qu'il faut se poser. Alors je voudrais vous rappeler qu'il y a dans le monde des blockchains deux grandes architectures. Vous avez des architectures, on va dire, à vérité partagée avec un seul niveau. C'est le cas des bitcoins, par exemple, où tous les participants qui achètent des bitcoins, qui vendent des bitcoins, qui achètent des biens avec les bitcoins, eh bien, disposent d'une machine qui est ici représentée donc en vert à gauche, hein, dispose d'une machine et dans cette machine il y a le code de la blockchain Bitcoin et il y a un portefeuille, par exemple, si c'est le cas des bitcoins, hein, ça peut être autre chose, un portefeuille dans lequel il y a toutes les transactions qui se sont exécutées depuis le début de l'ère de cette monnaie cryptographique. Alors, on pourrait imaginer que c'est pas énorme, pas du tout. Hein, du point de vue volume, c'est tout à fait donc supportable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément de l'architecture blockchain sait quelles ont été les transactions qui ont été donc déclenchées depuis le début. Et c'est donc, a priori, qu'un tel, caractérisé par un H, hein, qui caractérise donc le nœud dans lequel il est, eh bien, est titulaire d'un certain nombre de blockchains, qu'il a fait telle et telle transaction. Mais on sait ce qui se passe. On partage donc la vérité. Et sur un mode donc, on va dire, un seul niveau donc de priorité. Et les informations, qui sont les mêmes, hein, les mêmes informations sont cheminées et sont envoyées sur l'ensemble de l'architecture donc blockchain par un réseau. Et vous avez ici les routeurs. Et dans le cas des bitcoins, on a donc un certain nombre de personnes qui jouent un rôle un peu particulier, qui sont les mineurs. Mais on pourrait également parler des forgeurs hein, dans la recherche de consensus, donc la preuve d'enjeu donc d'Ethereum. Donc on va dire des personnes qui sont chargées de répandre et de mettre à jour l'ensemble de cette architecture, encore une fois, avec un seul niveau. Il n'est pas du tout, c'est pas comme dans les bitcoins systématiquement, il n'y a pas nécessairement un seul mineur, il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez? Donc, ce sont des architectures qui sont quand même relativement malléables. Et je vous montre la deuxième architecture qui est extrêmement courante, qui est celle dans laquelle vous avez une communauté d'acteurs qui sont actifs, ceux que je représente en rouge, avec des ressources, et qui sont là donc pour maîtriser, évaluer, administrer donc cette fameuse vérité. Bon, et ce sont des acteurs actifs, et tous
possèdent dans leur machine l'ensemble des éléments qui permettent de contrôler donc cette vérité. Et à ce niveau-là, c'est un niveau unique. Hein, ils ont tous un même niveau de capacité donc d'intervention. Et puis autour de ça, vous avez donc des acteurs cette fois-ci qui sont passifs, qui vont se connecter, s'ils sont autorisés à le faire, aux informations de cette communauté en rouge, et ils ont la certitude que ces données sont justes. Vous voyez, dans un premier cas, tout est partagé. Dans un deuxième cas, c'est partagé entre une communauté d'actifs, mais les utilisateurs, même passifs, sont certains d'avoir une information qui est juste. Bon, entre les deux, vous avez d'autres types d'architecture. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il n'y a pas que les bitcoins. D'ailleurs, je ferai une remarque. C'est que je regrette beaucoup que l'on parle, dès que l'on parle de blockchain, égale bitcoin. Non, c'est complètement faux. Le bitcoin, effectivement, est une crypto-monnaie très importante. Aujourd'hui, bien que je ne pense pas que ça soit une monnaie personnellement, je crois que c'est un moyen de faire, d'essayer de gagner de l'argent. Hein. Oui, on mise sur la monnaie, mais ce n'est pas véritablement une monnaie qui, normalement, suit l'économie, ce qui n'est pas le cas, donc, des bitcoins. Bon, vous voyez, on parle trop des bitcoins alors qu'il y a d'autres types d'architecture telles que celles que je vous ai montrées ici. Bien. Alors, je rappelle un peu la mécanique. La mécanique parce qu'elle est quand même assez fascinante et intelligente. Et je reprends les débuts. Hein. Je reprends donc deux notions qui sont importantes. Si je prends, on parle de blockchain. Blockchain, ça veut dire architecture de blocs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de blocs qui sont enregistrés dans le cas par exemple des bitcoins, dans une même pool, hein, donc une mémoire de chacun des participants. Et donc, on a tous les blocs qui ont fait l'objet donc d'une mise à jour, dans le cas des bitcoins, par des mineurs. Vous avez ici, alors je rappelle le principe très rapidement, hein, c'est que le choix de mineur, c'est-à-dire la recherche du consensus, eh bien, elle se fait dans la désignation donc d'un participant qui s'appelle le mineur, qui possède donc un certain nombre de ressources machines qui lui permet de faire donc les mises à jour. Bon. Dans le cas des bitcoins, il y en a donc un seul, et qui peut changer donc très, très, très régulièrement. Lorsque le mineur fait la mise à jour, il envoie donc un bloc qui est le bloc qu'il aura construit lui-même. Alors, on le voit ici sur la partie droite, vous avez les transactions. Alors, il a récupéré les transactions qu'on lui a envoyées. Un tel a acheté une raquette de tennis, un tel a acheté une voiture, etc. Ou un tel a vendu donc des bitcoins, hein, par exemple. Donc, vous avez toutes les transactions qui sont horodatées. Donc, on sait exactement quand ça s'est produit. Et on a la racine de l'arbre de Merkel. Alors, vous avez l'ensemble dans le bloc, vous avez également ce qu'on appelle le hash, c'est-à-dire la signature du bloc précédent. Vous avez vu, la blockchain, c'est une succession donc de blocs. Et chaque bloc est caractérisé par un hash, une signature obtenue par un algorithme qu'on appelle l'algorithme donc SHA, par exemple 256, qui permet de représenter avec 256 bits. On signe un document, une image, une vidéo, ce que vous voudrez. C'est-à-dire qu'on passe d'un document relativement volumineux à quelque chose qui l'est beaucoup moins, mais quand vous avez obtenu votre hash, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est impossible. Bien. N'empêche que le hash caractérise, hein, c'est pour ça qu'on parle de signature, caractérise bien le document que vous voulez représenter. Bien ici, chaque bloc est caractérisé par un hash. Alors, ceci est essentiel. Pourquoi? Parce que chaque bloc a donc son hash. Bien. Vous avez, dans l'architecture blockchain, vous avez ce qu'on appelle les arbres de Merkle. C'est quoi? L'arbre de Merkle, c'est au fond la détermination du hash de l'ensemble de votre architecture blockchain. Chaque bloc possède son hash. Ce que fait l'arbre de Merkle, hein, du nom de M. Merkle, eh bien, il calcule. Alors, bon, et c'est le bas de l'arborescence hein, que vous avez ici en bas. Vous avez le hash du bloc A, le hash du bloc B, etc. Ensuite, à un deuxième niveau, il calcule le hash des deux hash. Par exemple, on obtient le hash des deux HA et HB. On a un premier niveau, on va dire, on fait une espèce de consolidation donc des H. Et ainsi de suite. On calcule les H deux par deux jusqu'à la racine.
Mais cette racine, donc c'est une signature, hein, H, hein, elle est donc caractéristique de l'ensemble de votre architecture de bloc. De sorte que, si par hasard, il y a un petit malin qui veut modifier quelque chose dans l'un des blocs, il veut le trafiquer, donc il va modifier une transaction. Mais s'il modifie la transaction, le hash du bloc ne sera plus valable. Et on va dire le calcul qui sera fait donc de la racine de l'arbre de Merkel, ça ne sera pas le même. Et donc vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que fonctionnellement, vous ne vous pouvez pas modifier. Vous êtes bloqué par le calcul donc on va dire des racines, hein, des haches, et par cette architecture donc de Merkel. Cela dit, attention, là, je suis en train de vous donner un peu un exemple donc, qui correspond à celui des bitcoins, mais on n'est pas obligé de faire ça. Et on verra tout à l'heure que dans le cadre du développement donc d'applications, eh bien, on a à choisir finalement les ingrédients que l'on mettra, et peut-être qu'on n'utilisera pas donc ce genre de choses. C'est assez fascinant, vous savez. Assez fascinant parce que je trouve que les initiateurs, les pères fondateurs, on va dire, de ces technologies, eh bien, ont sacrément eu le nez fin, même si ces technologies d'ailleurs existaient déjà avant. Hein, que n'apparaisse Monsieur Matsumoto, par exemple. Alors, je viens de vous parler ici finalement un peu donc des bitcoins, en expliquant que dans l'architecture des bitcoins, vous avez l'arbre de Merkel, vous avez les calculs de hash, vous avez les blocs, vous avez les transactions, etc. Mais quand vous ferez du développement, vous vous apercevrez qu'il y a un grand nombre de ce que l'on va appeler d'une manière plus générale les preuves d'enjeu. Alors, vous en avez tout un tas. Vous avez les preuves de poids, le POW. Alors, vous avez la preuve de travail, hein, proof of work, que vous trouvez donc avec les bitcoins. Vous avez les POW retardés. Vous avez la preuve de temps écoulé, elapsed time. Vous avez les preuves d'identité. Vous avez les preuves d'importance. Et à la limite, vous pouvez même créer votre propre preuve à vous. En fait, c'est un moyen finalement de caractériser la manière de mettre à jour votre architecture de blockchain. Je pense qu'il y en a à peu près aujourd'hui donc une trentaine. Je vous en ai représenté donc ici un certain nombre. Et pour ces blocs, pour ces architectures, on va dire de preuve d'autorité, on dispose d'un certain nombre d'API qui nous permettent donc de les mettre en œuvre. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, dans le cadre, mettons, d'une application militaire, eh bien, d'avoir des développeurs qui vont créer leur propre preuve d'autorité. Ça peut être une preuve spécifique du monde militaire, qui n'est pas connue des autres et complètement fermée. Et pourquoi pas? C'est un moyen finalement de boucler, voyez, de boucler l'architecture et de choisir on va dire ou les intervenants capables et qui seront désignés pour faire les mises à jour, donc et ensuite comment se fera donc ces mises à jour avec une ou plusieurs personnes. Alors ça c'est vraiment essentiel, c'est quelque chose donc il faut bien connaître. Et malheureusement on peut peut-être pas tout connaître. Bon, alors je pense qu'il faut passer aux choses sérieuses maintenant. Vous savez, on a beaucoup tergiversé sur ces sujets. On a écouté donc des observateurs qui étaient beaucoup trop optimistes, on suit beaucoup trop pessimistes. Moi, je pense qu'incontestablement, la blockchain, il peut y avoir des versions de blockchain très simples et des versions extrêmement sophistiquées. C'est l'architecture donc la plus aboutie pour gérer la vérité. La difficulté, c'est que ce sont des applications de type d'apps, c'est-à-dire donc des architectures applicatives distribuées, où on distribue le code identique sur l'ensemble de l'architecture. On n'est pas dans une architecture décentralisée avec donc des machines différentes, des systèmes d'exploitation différents, des fichiers différents et des données peut-être différentes selon les nœuds. Alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais là, ici, quand même, faire une DApp, c'est quelque chose de complexe parce qu'il faut tenir compte du temps de la diffusion. Il peut y avoir à un moment donné, d'ailleurs c'est le cas avec les bitcoins, il peut y avoir discordance entre des données, alors qu'elles devraient être les mêmes, hein, mais à un moment donné du temps, le temps de propagation étant pas instantané, hein, et donc il peut y avoir discordance entre les données portées par certains clients et d'autres, hein, puisqu'on estime que le temps de propagation est actuellement à peu près entre 10 et 20 minutes. Donc il peut y avoir un temps de discordance. C'est pour ça qu'on parlera
on acceptera ce décalage. On y reviendra donc dans un instant. Donc, les architectures très diversifiées. Alors, ce qu'on doit connaître, selon ce qu'on constate, hein, c'est que maintenant, on fonce à grande vitesse. Pourquoi? Parce que les réseaux sont devenus très performants, les machines également. Et puis, on a vu se développer ce qu'on appelle des runtime, hein, en fait des bacs à sable, des endroits où s'exécute du code, que ce code étant relativement protégé à la fois de l'environnement de la machine, mais également du reste. Et donc, c'est le cas pour du PHP, c'est le cas pour du Python, c'est le cas pour du Java avec la fameuse machine virtuelle qu'on n'a pas donc à présenter maintenant. Donc ça, c'est très important. On va dire l'évolution et les progrès qu'ont fait les runtime dans le temps. Et puis maintenant, par exemple pour les smart contrats, les contrats intelligents qui constituent donc une forme de blockchain vraiment très intelligente, hein, eh bien vous avez des langages de programmation qui sont dédiés à ça. Dans le cas de Ethereum, donc de Vitalik Buterin, qui a créé donc ça, qui a inventé donc les contrats intelligents alors qu'il avait une vingtaine d'années, hein, ce garçon étant passé d'ailleurs pour la petite histoire par l'université de Toronto et ensuite étant allé aux États-Unis, eh bien, il a inventé un langage qui s'appelle Solidity et qui, enfin, c'est un langage comme un autre hein, pour les programmeurs, mais qui est vraiment destiné à mettre en œuvre ces contrats intelligents. Et tout ça, ça converge. Ça converge et on a donc des outils, c'est les API qui manquent un peu. Ça, par contre, on est un tout petit peu gêné. Encore une fois, il n'y a pas que les monnaies cryptographiques. Alors, en théorie, les applications décentralisées, les applications distribuées, et donc sont incontournables, mais d'une part, elles ne sont pas obligatoires. Il peut y avoir d'autres façons donc de faire, à vous de les imaginer, et donc elles sont difficiles, on va dire, on va voir à construire donc et à maintenir dans le temps. Aujourd'hui, contrairement à ce qui se disait donc dans les années 2020-2021, eh bien, beaucoup d'observateurs disent que les blockchains n'ont pas d'avenir. Bon, moi, je pense que ces personnes ont tort parce qu'elles ne comprennent pas sans doute qu'une technologie aussi révolutionnaire, d'abord, ça ne sera pas tout le TI, ça sera certaines applications du TI qui devront communiquer avec le reste du TI. Donc, ça sera uniquement ça pour des besoins bien précis dans lesquels il y aura au centre le respect de la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vital. Bon, donc, elles vont se développer. C'est une certitude. Peut-être pas au niveau de ce qu'on avait pu imaginer, mais c'est une certitude. Vous voyez? Donc, moi, je suis plutôt optimiste, tout en étant prudent, parce que la partie développement ne me paraît pas quand même des plus simples. Alors, les grands domaines applicatifs, donc aujourd'hui, en matière donc de blockchain. Vous avez ici un beau dessin avec 100 blockchains. Hein. Moi, je vous rappelle donc les domaines que l'on va retrouver après dans certaines applications. Dans le domaine bancaire, par exemple, étant donné que les banques font intervenir un certain nombre d'intermédiaires, hein, d'abord il y a des agences, leur propre agence, mais il y a également d'autres partenaires d'autres banques. Il peut y avoir des places de marché, vous voyez, il peut y avoir des organismes indépendants, il peut y avoir des traders pour les valeurs mobilières. Eh bien, ils ont besoin également de valider la vérité véhiculée par le TI de cette banque. Et donc, par exemple, HSBC a monté un système comme ça. Une banque, la banque Santander, a fait pareil. Donc, on le voit. Alors, vous me direz, elles ont les moyens, c'est vrai. Elles ont aussi les moyens de se tromper. Mais en l'occurrence, elles ont fait des applications qui sont, à mon avis, très crédibles. Le domaine de la dématérialisation juridique que j'avais d'ailleurs évoqué tout à l'heure, hein, pour garantir on va dire la réalité légale donc des documents. Dans le domaine de l'assurance, hein, là encore, ça fait intervenir plusieurs acteurs, des banques, des experts, etc. Lorsqu'un expert intervient sur un lieu d'accident, il fait un rapport. Ben, il faut que ce rapport ne puisse pas être modifiable. Donc, il fait partie, on va dire, c'est une transaction, il fait partie d'un bloc, et il faut que ce bloc soit inviolable. Sinon, c'est trop facile. Hein. Alors, il y a eu par le passé quand même des anomalies assez graves. C'était avant les blockchains. Mais la blockchain pourrait résoudre donc en partie ce genre de choses. Et d'ailleurs, l'assurance exploite aujourd'hui assez largement donc les contrats intelligents que l'on va voir dans un instant, on va rappeler dans un instant, qui sont en fait des contrats qui sont programmés est respecté par une communauté.
que l'on programme soi-même. Hein. Bon, on y reviendra. On a là dans le domaine de la distribution, le retail et puis l'alimentaire. Hein, c'est vrai, la traçabilité des aliments. Aujourd'hui, on est tous devenus à moitié fous. On veut absolument savoir si on a un steak dans l'assiette, d'où il vient. À la limite, de reconnaître le nom du pauvre animal qui a été sacrifié. Oui, on a besoin de ça. Donc, vous me direz, c'est légitime. Je ne critique pas donc cette position. Mais maintenant, on a besoin de faire cette traçabilité des aliments pour éviter les fraudes, pour éviter les maladies, et tout ce qu'on en voudra. Bon, et ça, c'est important. Et seule, finalement, une architecture blockchain ou dérivée des blockchains sera donc capable de le faire. Les données donc manipulées et administrées par le gouvernement et les agences gouvernementales, les impôts, les taxes, également les données personnelles. Je suis quand même assez étonné de voir que certains États manipulent des données qui sont fausses et des données qui ont été modifiées. Et c'est quand même pas normal du tout. Donc là, il y a vraiment un boulevard devant nous pour essayer d'améliorer les choses. Bon, et puis les entreprises. Alors, les entreprises, évidemment. Prendre un exemple. Au Canada et en France, vous avez donc un grand livre. Au Canada, c'est le livre rouge où sont indiquées les entreprises dites mauvaises payeuses. Elles payent mal. En France, c'est pareil. On dit on est inscrit à la Banque de France. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là, bonjour les dégâts ensuite pour aller faire du commerce. Mais si les données qui me concernent et se retrouvent donc dans ces grands livres ne sont pas justes ou ont été modifiées, ça peut être une catastrophe. Vous voyez, et il y a plein de domaines comme ça, le domaine de la propriété avec les squatteurs aujourd'hui. On n'arrive pas à déloger en France sous prétexte qu'il faut prouver qu'on est bien le propriétaire de l'immeuble en question qui a été squatté. On est vraiment dans un monde de recherche de vérité. Alors vous avez plein de domaines et je vais vous montrer quelques exemples donc de réalisations qui ont été donc effectuées. Mais je fais simplement un petit retour par les smart contrats, hein, on va dire les contrats donc intelligents. L'idée d'un contrat intelligent, c'est quoi? C'est que j'ai une communauté blockchain. Chacun d'eux donc possède donc un même code, hein, qui est le code d'un contrat. Il y a des fournisseurs, il y a des utilisateurs, il y a je ne sais pas trop quoi. C'est une communauté. Ce contrat prévoit le comportement de chacun des acteurs. Et ça se fait, ce comportement, il est programmé, ça peut être avec des langages tout à fait traditionnels comme le C, comme Java ou autre, mais ça peut être aussi, et ça encore mieux, par des langages donc dédiés, Viper par exemple, ou bien celui que je vous évoquais tout à l'heure, donc Solidity d'Ethereum, Vitalik Buterin. Bien. À partir du moment où j'ai donc créé ce code, on va dire ce contrat, implanté sous forme de programme dont chacune des machines, des membres de la communauté, s'il y a la moindre dérivation par rapport au contrat, une alerte est générée. Ça peut être des questions de prix, ça peut être des questions de délai de livraison, ça peut être n'importe quoi, une alerte. L'ensemble de la communauté donc est informé et on peut comme ça corriger ce qui s'est passé. Vous voyez, et on peut programmer. Alors c'est pas, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est vraiment de la programmation très fonctionnelle. C'est le comportement d'une communauté que vous allez programmer. C'est ça donc qu'a inventé Vitalik Buterin avec Solidity. Et tout ça, c'est fondé sur une architecture donc de blockchain. Et vous avez ici en haut à droite, hein, vous voyez, vous avez donc les membres de la communauté avec le code des smart contracts, un runtime. Ça, c'est le cas de Solidity donc, et d'Ethereum. Vous avez donc un runtime d'exécution qui ici, en l'occurrence, s'appelle une EVM. Le code donc protégé est à l'intérieur d'une EVM pour chacune des machines. C'est intelligent comme solution et c'est quelque chose qui se développe effectivement beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est pas tout de dire c'est très bien ce qu'on a fait, hein, on pourrait faire, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait énormément de choses. Et l'objectif de mon webinaire est aussi de démontrer que c'est pas un tigre de papier tout ça, et que moyennant les contrôles, les précautions, en particulier sur l'intérêt de la blockchain et sur sa faisabilité,
Eh bien, vous avez plein d'exemples concrets. Et je vous en ai mis ici. Par exemple, dans le domaine de la logistique industrielle, de supply chain, vous avez IBM qui propose une architecture dédiée donc à l'alimentation qui s'appelle Food Trust. Vous avez Hyperledge, donc qui est une technologie qui vient du monde open source avec Indy pour les identités numériques. Pour le logistique industriel, vous avez Bext, par exemple, vous avez Target. Les élections et pour voter en ligne, les Coréens du Sud ont mis en œuvre donc une architecture de blockchain pour pouvoir voter dans certains endroits de cette manière-là. Mais les caractéristiques des votants sont gérées par une blockchain. C'est le cas également au Japon, avec la ville de Tsukuba, là où a eu lieu donc l'exposition universelle il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant, à une 180 km à peu près donc de Tokyo, où les gens peuvent voter maintenant avec un système de blockchain. Mais il n'y a que Tsukuba hein, qui sert un petit peu de, on va dire, de test hein, pour voir ce que ça donne. Et donc, ça fonctionne aujourd'hui. Vous avez également Agora, qui est un système comme ça. Et vous savez que tout le monde, aujourd'hui, tous les pays du monde, à commencer par le Canada, le Québec ou la France, regardent de très près la solution qui consisterait donc à voter, vous voyez, à voter par un système dématérialisé. Et bon, d'ailleurs, on est beaucoup plus exigeant pour ces techniques dématérialisées que pour les techniques manuelles. Hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les élections sur la planète sont toutes entachées d'anomalies. Américaines, canadiennes, françaises, allemandes, tout ce que vous voudrez. Mais par contre, dès que l'on parlera de vote par un système numérique, là, il faut que ça soit parfait. Bon, mais je ne fais que constater, donc c'est cette remarque. La numérisation des actifs. Je suis propriétaire d'un certain nombre d'éléments, maison, voiture, etc. Eh bien, je les caractérise par des jetons numériques et vous avez des applications qui mettent en commun donc on va dire ces fameux biens par des jetons. Dans le domaine de la santé, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez Dentacoin. Alors c'est une monnaie. Enfin, c'est un système de blockchain pour les dentistes avec une monnaie qui a été créée spécifiquement pour ça. Vous voyez, dans le domaine de la banque, le domaine donc de la musique également pour la propriété des œuvres musicales, dans le domaine de l'assurance. Les actes notariés, lorsqu'on fait un acte notarié, bah, les notaires, bah, ils mettent ça dans un fichier. Hein. Les actes qu'ils auront écrits bah, sont mis numériquement dans un fichier. Si on arrive à modifier ça, ça peut être très gênant. Donc il faut protéger également. Et vous avez des applications qui vous avez ici, par exemple, Silent Notary, vous avez bon, un certain nombre d'applications qui tournent aujourd'hui. Dans le domaine des IoT, c'est-à-dire des objets connectés, vous avez Chronicle, vous avez Helium. Ça, ce sont des applications qui permettent de garantir que les données qui sont portées par un objet eh bien, sont valables. Je vous donne un exemple. En France, on a mis en place un système donc on va dire de surveillance de la consommation électrique par bon, un système qui est ce qu'il est. Il utilise une technologie qui est justement basée sur l'électricité et qui, à mon sens, manque quand même un peu on va dire, de protection. Et donc, il est relativement facile de modifier par quelqu'un qui est mal intentionné et surtout qui est bon techniquement, c'est relativement facile d'aller modifier des données de consommation électrique parce que le protocole qui permet donc de faire des mises à jour, qui est CPM, eh bien, est un protocole donc trop fragile. Ben, si on pouvait s'assurer que les données de consommation sont gérées par une blockchain, moi je serais très content. Et voilà donc une solution. Là, on est dans le cadre donc, des IoT, donc des architectures, voilà, gestion immobilière, les identités numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait dire maintenant, parce qu'il y a une espèce de vague de pessimisme qui se fait court aujourd'hui, hein, eh bien, il y a beaucoup d'applications et beaucoup d'entreprises travaillent sur ce sujet et donc il est extrêmement, on va dire, extrêmement prometteur. Alors, je vous donne un exemple concret, très simple, je l'ai monté moi-même. Je ne donnerai pas le pays, mais dans un pays, vous avez, on a monté donc une architecture avec vous voyez, c'était l'architecture de droite quand on a évoqué les architectures donc de blockchain. Vous avez une communauté, alors c'est pour les valeurs mobilières, pour les actions.
C'est pour garantir la vérité donc des achats et des ventes d'actions, valeurs mobilières, et donc également assurer la faisabilité de l'opération. Auparavant, alors vous avez des banques, hein, et vous avez en centrale, vous avez un dépositaire central. C'est lui qui a la dernière main pour dire, OK, cette opération maintenant, elle est validée, donc moins tant d'actions pour lui, plus tant d'actions pour lui, et à la banque, moins d'argent et plus d'argent. Ce dépositaire donc est au centre. Avant, il lui fallait à peu près une journée pour valider une opération. On a monté donc on va dire une architecture donc de blockchain avec cette communauté qui regroupe le dépositaire, qui regroupe les banques et puis les traders. Donc il y en a 16 donc qui sont chacun donc à l'ensemble. Et tous ces gens-là ont l'ensemble des transactions de vente et d'achat mobilier qui se sont produites depuis le début de cette architecture-là. Bien. Donc, oui, c'est la communauté donc, qui contrôle cette administration et non pas uniquement le dépositaire. Autour de ça, vous avez quoi? Eh bien, vous avez les utilisateurs, vous avez des acheteurs et des vendeurs d'actions. Eh bien, lorsqu'un acheteur veut acheter des actions possédées par une certaine personne, il fait la demande et c'est donc le dépositaire qui va aller vérifier que le vendeur est bien propriétaire des actions, que l'acheteur a bien suffisamment d'argent pour pouvoir les acheter, et donc il va émettre, en particulier pour les banques, il va émettre donc une requête qui dira est-ce que machin a droit, peut acheter, il a suffisamment donc d'argent pour acheter ça. Alors, bien entendu, le dépositaire ne peut pas aller directement dans les banques, ça c'est pas possible, mais il émet donc un message de requête qui est lui retourné pratiquement instantanément. Avant, il fallait donc à peu près une journée. Maintenant, il faut aller une seconde pour que l'opération donc se fasse. Et après, les mises à jour des différents portefeuilles se font donc par cette communauté centrale. Ça marche très bien. Je vous dirais que le plus difficile dans cette affaire, ça a été d'expliquer et de faire comprendre ce que l'on voulait faire. Parce que réellement, quand j'ai parlé la première fois donc de cette architecture, bon, c'était pas tellement connu et on m'a pris pour un fou. Enfin, et on se comprenait pas très bien, hein. Et après, progressivement, on est allé vraiment dans le dur. On a expliqué, on a fait des essais pilotes, on a vu comment ça fonctionnait. Et effectivement, et il y a maintenant beaucoup moins d'anomalies qu'il y en avait donc par le passé, en dehors du fait que c'est vrai, on a gagné effectivement beaucoup de temps. Ici, vous avez un exemple d'un grand livre. Alors, c'est toujours le grand livre hein, distribué. On parlera de grands livres, donc le ledger, donc distribué entre plusieurs hôpitaux. Là, on est dans le domaine de la santé. Hein, vous avez ici des hôpitaux, hôpital 1, hôpital 2, hôpital 3. Vous avez des patients. Les patients ont ce qu'on appelle donc des DSE, donc des dossiers de santé électronique, très bien, constitués donc d'un certain nombre de blocs. Vous voyez eh bien, donc, chaque patient a un certain nombre de blocs et les participants à cette blockchain ont l'ensemble, ceux qui sont autorisés, ont l'ensemble des blocs des patients volontaires pour être suivis et administrés comme ça. C'est exactement une blockchain, c'est-à-dire que les hôpitaux vont faire la mise à jour, c'est eux, hein, alors c'est tous les hôpitaux ou certains hôpitaux, eh bien vont faire la mise à jour donc des blockchains, ils vont mettre en place une architecture de type smart, donc de contrats intelligents au milieu pour mettre dans le dur le comportement, on va dire, des laboratoires, des médecins, des hôpitaux, vous voyez, de ces gens-là, donc des contrats intelligents, puis vous avez des utilisateurs qui vont pouvoir interroger leurs propres données, vous voyez. C'est une architecture de blockchain. Alors c'est un peu plus compliqué ici, mais en fait ça marche très bien. Alors on commence à trouver aujourd'hui des applications de ce type-là, en particulier donc aux États-Unis qui ont des gros retards, énormes retards donc dans ce domaine par rapport, pour une fois on peut le dire par exemple par rapport à la France, qui est très avancée donc de ce point de vue. Alors d'autres exemples, alors, je vais vous donner plein d'exemples, mon objectif étant quand même de montrer que c'est faisable. Hein. Alors IBM Food Trust, hein, dans le domaine donc, de l'alimentaire, vous avez Encryptgen, donc, qui est une banque de données génétiques destinée donc, aux chercheurs.
Voilà, donc il faut garantir que les données génétiques, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. Vous avez Ocean Protocol, donc qui est une plateforme de partage de données pour des usagers. Là, c'est plus multi-applications, hein. Ça permet de créer donc des places de marché spécifiques. Vous avez dans le monde immobilier, vous avez Propi, qui est très connu, hein, qui utilise depuis 2017, donc ça fait 8 ans, hein, des contrats intelligents. Vous voyez, donc il a été apparemment le premier à le faire, qui s'est spécialisé donc dans la vente de biens, les contrats donc étant exécutés donc automatiquement. Il assure entre autres l'aspect administratif du changement de propriétaire, qui est toujours donc quelque chose de difficile. Vous avez Home Depot, qui est un très grand distributeur donc américain, qui lui aussi est basé sur des contrats intelligents. Vous avez Arbol, qui est une fintech, c'est-à-dire une application sur Internet dans le domaine financier, qui lui-même a donc une blockchain de type Ethereum, qui permet d'assurer certaines compagnies contre des problèmes climatiques. Alors c'est très particulier, hein. Oui, vous en avez énormément. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, contrairement à ce que j'entends, que ça n'a pas d'avenir. Ça n'aurait pas d'avenir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Ou plutôt non, s'il y avait d'autres solutions. Mais là, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus abouti. L'inconvénient, quand même, et c'est ce que je vais donc montrer maintenant, c'est quand même relativement compliqué. Je vous ai dit, la difficulté, c'est de mettre en place une DApp, c'est-à-dire une application qui va donc être envoyée sur toutes les machines. Bien. Mais à faire cela, ça va nécessiter de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont redoutables et qui sont liés non pas tellement à la blockchain elle-même, du point de vue fonctionnel, mais à la complexité du développement. Par exemple, garantir la continuité du service. Comment fait-on si une plateforme tombe en panne? Comment je fais pour que le client puisse continuer à fonctionner? Garantir la disponibilité des ressources, l'évolutivité, ça c'est un problème terrible. Je commence une blockchain, mettons, avec une communauté de 20 acteurs, ça marche très bien, je suis très content. J'ai les félicitations de ma hiérarchie. Mais demain, on est 3000, et là, ça ne marche plus. Et le problème qu'on rencontre souvent, c'est que la dégradation, elle a tendance à ne pas se faire d'une manière linéaire, voire douce, et que bien souvent, c'est quelque chose qui se produit brutalement. J'ai un temps de réponse à un moment donné de 1 seconde, et puis subitement, c'est un quart d'heure, voire plus. Alors ça, c'est embêtant parce que d'où ça vient? Quand vous avez une architecture qui est distribuée comme ça, avec du code donc qui est distribué, ça peut venir de plein d'endroits, hein. Ça peut venir des files d'attente sur les machines, ça peut venir de plein de choses. Bon, le mode de consistance, je vous ai dit que la diffusion des données, par exemple dans le monde Bitcoin avec les mineurs, prend entre 10 et 20 minutes. Donc, il est possible qu'à un moment donné, certaines données ne sont pas au même niveau, ne sont pas les mêmes, alors qu'elles devraient être identiques. C'est pour ça qu'on parle de consistance. La consistance n'est pas garantie. Et on parlera de consistance éventuelle, voire de consistance donc occasionnelle, où on accepte un certain décalage, mais on le gère, ce décalage, et on le maîtrise. C'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment. La recherche des consensus donc, que l'on a évoqué, hein, les référentiels qui sont liés, ce qu'on appelle les référentiels date, c'est-à-dire le comportement du réseau avec un certain nombre de lois, la façon de distribuer physiquement, éventuellement, c'est pas toujours le cas, hein. Les données, alors on parlera de sharding et de distribution physique, le remplaçant des technologies acides, vous savez, qui permettent de garantir la finalité des transactions, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais quand vous heurtez donc à la mise en œuvre d'une architecture blockchain, vous devez faire un choix entre toutes les technologies. Vous n'allez peut-être pas tout mettre en œuvre, mais vous allez avoir un certain nombre d'écueils donc à franchir, et, parmi lesquels il y a ceux que je vous indique. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'on ne le maîtrise pas bien. C'est pas là, oui, les microservices. Ça correspond tout à fait à ça. On dit c'est formidable, oui, mais il faut le faire, hein. Il faut les mettre en œuvre.
Et puis d'ailleurs, je ne dis pas d'ailleurs que les microservices correspondent à ça, hein, c'est pas vrai du tout. Hein. Mais bon, c'est pas parce qu'on a dit ah c'est formidable, c'est merveilleux qu'on aura résolu tous les problèmes. Et là, en l'occurrence, je pense que vraiment l'obstacle numéro un que l'on trouve en face des architectures de blockchain, eh bien c'est justement donc ce développement. Bon, alors comment se fait ce montage? En gros, si vous voulez développer une application de type blockchain, deux solutions. Soit vous faites appel à un prestataire qui a déjà une infrastructure en ligne, et vous avez ici sur la partie droite donc un certain nombre d'exemples. Hein. Alors, les plateformes Ethereum, Fabric, Graphene, etc., Solana, eh bien, elles ont opté pour un mécanisme de consensus. C'est la preuve de travail, c'est la preuve d'enjeu, pardon, pour Ethereum. Pour Fabric, c'est BFT, c'en est une autre. Hein. Pour Avalanche, encore une autre, etc. Donc vous avez donc ces plateformes de mise en œuvre donc d'une blockchain conformément au choix qu'aura donc fait cette plateforme. Vous avez les langages qui sont acceptés. Par exemple, pour Ethereum, bien sûr, vous trouvez Solidity de Vitalik Buterin ou même son concurrent hein, qui s'appelle Viper, mais vous pouvez aussi programmer en Go, en C++, en Java, en Python, etc. Bon, et puis est-ce qu'on peut mettre en place des contrats intelligents? Ben oui, ben des fois non. Hein, bon, ou des fois d'une manière limitée. Donc en fait, votre travail va être de dire voilà ce que je veux faire et voici quels sont les ingrédients que je pourrais mettre là-dedans. Alors ces ingrédients, c'est aussi l'exécution des transactions, c'est l'usage donc des contrats intelligents comme je viens de le dire, c'est la possibilité de consulter donc les transactions, c'est requêter des données de chacune des transactions qui appartiennent donc au bloc qui ont fait l'objet donc d'un consensus. Hein. Et c'est là où on trouve d'ailleurs des API qui sont assez développées, et plus particulièrement pour le monde des crypto-monnaies. Vous avez le recours éventuellement à une monnaie cryptographique, mais vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'une monnaie, eh ben, peut-être utiliser des dollars ou des euros, mais peut-être que vous voulez avoir une monnaie cryptographique. Ça peut être le Bitcoin, ça peut être n'importe quoi, ou des Ethers, mais ça peut être aussi une monnaie que vous allez créer pour ça. Pourquoi pas hein. Donc, à vous de voir. Hein. C'est le choix donc, du mécanisme de gestion des consensus. Là, je vous dis, il y en a à peu près une trentaine. Ben, vous allez en choisir un qui vous semble bien correspondre à ce que vous voulez faire. Et puis, ou alors éventuellement, vous allez peut-être même créer donc, le vôtre. Hein. Et donc, ça aussi, c'est pas très évident. Vous faites le choix de la plateforme si vous ne voulez pas faire quelque chose de spécifique donc chez vous, et puis vous allez faire un choix donc entre les langages qui seront supportés. Alors, ce que l'on constate, c'est pour ça qu'il faut quand même être extrêmement prudent, c'est que le développement de zéro, hein, en partant de zéro, est toujours long et coûteux. Alors c'est pour ça qu'on pourra exploiter des plateformes propriétaires telles que celles que vous voyez ici à droite, voire des plateformes open source, soit vous faites appel également à des startups. Attention, en général, les applications de type blockchain sont des applications qui sont très centrales et qui touchent au métier des entreprises. Et donc ça, c'est pas neutre. Et donc, ça veut dire que on va pas choisir des rigolos ou des entreprises non pérennes et leur confier finalement une part importante de mon métier. Ça, il faut quand même faire attention à ce que l'on fait. Hein, c'est pour ça que je serai quand même relativement prudent sur ce point. Bon. Alors, quelques API qui existent. Je vous ai dit, j'ai choisi donc l'exemple des requêteurs de blockchain, c'est-à-dire que je vais interroger une blockchain, Bitcoin ou Ethereum, et je vais récupérer des informations qui correspondent donc à des monnaies, donc à des crypto-monnaies, des monnaies cryptographiques. Alors, les plus connus, vous avez BigQuery, qui permettent de se connecter à plus de 40 blockchains différentes. Ouais, donc, vous choisissez cette solution-là, vous l'intégrez. Si vous avez, allez chercher des données là-bas. Vous avez Chainlink, vous avez Covalent, qui lui, c'est une API qui est compatible avec plus de 70 blockchains différentes. Ouais, c'est pour développer donc des interfaces pour aller chercher des informations de type crypto-monnaie. Vous avez The Graph, qui lui est un protocole d'interrogation qui est basé sur le fameux GraphQL dont on parle donc de plus en plus aujourd'hui pour aller interroger.
vous avez no nodes, donc accès à plus de 60 blockchains avec un certain nombre de paramètres différents. En fait, ça leur donne accès à plus de 1000 monnaies et tokens, un jeton donc différents. Ouais, c'est quelque chose de très pratique. Hein. Vous n'avez pas à le développer, vous avez l'API. Hein. Vous avez donc les données Ethereum, bien sûr, et vous avez aussi Etherscan, bon, plus vous en avez d'autres. Hein, vous en avez aujourd'hui, je pense qu'il va y en avoir une bonne centaine, uniquement pour pouvoir interroger donc, les informations portées par des blockchains. Mais peut-être que ça ne vous sert à rien, vous. Hein. Vous voyez, mais ça, par contre, c'est quand même quelque chose qui est relativement neutre et on peut faire confiance donc à ces différentes solutions. Bien. Alors, les questions qu'on va se poser pour terminer notre propos, hein, d'abord, est-ce que les enjeux en valent la peine? Hein? Moi, je pense que les conditions du commerce, du business, on va dire, et de la gestion, eh bien, ont fondamentalement changé depuis, allez, 2 ou 3 ans. Euh, Maintenant, les transactions sont numériques. Et elles sont très fragiles en termes de sécurité. Et en plus, on leur demande une réactivité, une résilience, une immédiateté extraordinaire. Alors évidemment, plus on va vers le temps réel, plus tout ça devient quand même relativement fragile. Bon, alors, je vous l'ai dit plusieurs fois parce que c'est vraiment le message essentiel, c'est que la blockchain n'est pas contestable au plan donc fonctionnel, on en a besoin, mais par contre, les dApps, je pense que c'est encore un domaine donc, qui est mal maîtrisé. Alors, il y a des prestataires qui vous diront le contraire, hein, qui vont non, 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 nous, on est capable d'eux, mais quand même, il faut un peu se méfier. Hein. D'autant que le véritable danger, c'est que, je vous dis, c'est l'écroulement des performances à un moment donné. Et de retrouver où ça se passe. Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est l'API? Est-ce que c'est les données? Est-ce que c'est la cohérence entre les données? Qu'est-ce qui se passe? Hein, peut-être qu'on a à un moment donné un endroit, donc une attente anormale. Bon, et c'est quelque chose qui est assez compliqué donc à détecter. C'est vrai que ce sont des applications, les dApps, qui sont souvent, on va dire, difficiles à maintenir donc dans le temps. Ce qui fait qu'en général, les prestataires sont très présents et les utilisateurs vont plutôt utiliser donc des solutions qui sont clés en main chez les prestataires en général. Alors, moi, je vous l'ai dit, ce qu'il faut, c'est que l'objet donc de la blockchain soit crédible, il soit validé par la hiérarchie et donc motivé en termes financiers, services, concurrence, et qu'il n'y ait pas de solution plus simple. Alors, bon, on n'est pas là pour faire de la recherche technologique. Hein. Il ne faut pas que ça soit, pas qu'on puisse trouver sur le marché quelque chose de plus simple. Hein. On n'est pas là pour faire de la recherche. Et reste l'adéquation de l'entreprise. Toutes les entreprises ne seront pas capables de développer des architectures comme ça. Tout dépendra de sa capacité donc d'intégration à d'autres systèmes, de son ouverture, on va dire native, de son état d'esprit technologique, et puis aussi de ses compétences en termes d'équipe. Bon, il y a peut-être des endroits où les gens ne connaissent pas ce genre de choses. Vous voyez, donc il faut faire attention à ça. Mais si les enjeux sont validés, à mon sens, les architectures de blockchain méritent d'être prospectées et testées. Ça, j'en suis absolument certain aujourd'hui. Et beaucoup d'observateurs sérieux donc, partagent, on va dire, cet optimisme qui maintenant est motivé par les réalisations. Maintenant, pour terminer, hein, donc, il y a quand même, parce qu'il faut toujours donner la parole donc, à l'opposition, hein, il y a quand même des cas où il faut quand même se méfier, hein, parce que les blockchains posent quand même un certain nombre de questions aujourd'hui. Euh, D'abord, les performances des blockchains peuvent être très faibles, voire brutalement stopper ce que je viens de dire. La blockchain, lorsque vous faites appel donc à un prestataire, eh bien c'est aussi synonyme de perte, on va dire de perte de l'indépendance, et non pas de la dépendance. Hein. On manque de clarté aujourd'hui en matière de consensus. C'est pas très évident de se faire une opinion donc là-dedans. Hein. Là maintenant, c'est toujours difficile, donc voire pratiquement impossible dans certains cas. Très mauvaise réputation de l'univers donc des monnaies cryptographiques. On fait comme parfois n'importe quoi. Hein. On crée des monnaies, on se demande bien pourquoi.
Ici, le président américain a créé deux blockchains qui ont gagné des milliards, deux monnaies cryptographiques ont gagné des milliards donc, de dollars le jour de leur introduction, et puis le lendemain, ça a été l'effondrement. Enfin, c'est pas très sérieux, quoi. Ce sont, bon, enfin bref, ce sont les monnaies cryptographiques qui ont quand même assez mauvaise donc réputation. Les blockchains n'ont pas fait non plus la preuve de leur sécurité. Alors attention, le maintien de la vérité, c'est une chose. La possibilité de les attaquer, c'est une autre chose. On est dans des architectures qui sont quand même assez fragiles, plus fragiles que les applications centralisées. Donc, en faisant bien la différence entre tout ce que l'on met en œuvre pour garantir la vérité, ça c'est vrai. Par contre, on va dire que les architectures physiques et logiques de ce que l'on met en œuvre susceptibles quand même d'attaques, et ça s'est produit donc récemment. Et je rappelle donc un dernier point, hein, c'est celui de la consommation. Dans certains cas, pas toujours, hein, mais dans le cas des bitcoins, entre autres, la consommation électrique engendrée par l'activité des mineurs, elle est extrêmement importante. Hein, on dit que ça peut être supérieur donc à celle d'un pays. Bon, alors il faut quand même peut-être éviter ce genre de choses. Alors, toutes les demandes, recherche de consensus ne fonctionnent pas de la même manière, d'autres sont beaucoup plus économes, et ça peut d'ailleurs être l'un des critères du choix que vous ferez dans le consensus. Ça peut être aussi, vous dites, je ne veux pas consommer donc beaucoup d'énergie. Ouais, donc des raisons quand même qui continuent de s'inquiéter. Alors, pour terminer, à quoi faut-il s'attendre? Donc, je vous ai dit, donc, deux inconvénients aujourd'hui. Elles sont donc les blockchains trop orientées, donc, crypto-monnaies et, ou trop, voilà, trop génériques, hein, les fameuses plateformes. Je crois que, comme beaucoup de technologies qui mettent du temps donc à s'imposer, elles vont se spécialiser. Il va y avoir des blockchains par grand domaine, avec ces API, ces plateformes, par exemple dans le domaine de la santé, ce sera de plus en plus le cas. Hein, donc vraiment des domaines très précis qui sont des domaines verticaux, avec des domaines qui correspondront à un métier bien précis. Je pense que ce sera comme ça, avec ces langages, ces API, etc. Progressivement, je pense qu'on va résoudre les problèmes dont j'ai en partie parlé, hein. L'intégration avec les plateformes existantes du TI, parce qu'il n'est pas question de faire une application de blockchain qui va vivre sa vie donc indépendamment, ça il ne faut pas. Donc il faut donc pouvoir les intégrer avec le restant donc du TI. C'est acquérir les compétences techniques hein, qui font défaut, on ne les a pas nécessairement. Faire évoluer donc fonctionnellement donc les systèmes qui peuvent être touchés. Les applications blockchain ne vont pas vivre en autarcie, hein. Se protéger mieux contre les attaques, ce que je viens de dire, garantir le service avec des continuités de services, d'activités, ce qu'on appelle les PCA et PRA, c'est-à-dire la continuité d'activité et la reprise d'activité, avoir des solutions quand même qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que sur une architecture centralisée. Régler également certains obstacles juridiques qui peuvent se poser pour des données sensibles. Est-ce qu'il n'y a pas des impossibilités de mettre en place l'application de blockchain du fait de la nature donc, des données? Mais bien comprendre les mécanismes de consensus, vous avez vu que ce n'est pas quelque chose de forcément très évident, hein, éviter donc que les applications ne s'effondrent, donc s'organiser avec des solutions de continuité de service qui soient donc mise en œuvre et surtout testée, c'est ça qui manque le plus souvent, hein, et bien se positionner donc en termes de consommation électrique. Bon, je pense donc que le marché va s'orienter vers les fournisseurs donc, de services et que les vraies applications décentralisées et spécifiques, elles se feront rares. Ça sera comme ça. Donc de plus en plus, on aura des plateformes dédiées à un métier et puis on mettra en œuvre quelques applications en interne, mais ça sera quand même pas la solution la plus courante. Et dans ce domaine, le cloud eh bien, va jouer un rôle majeur, de même que les GAFAM, qui une fois de plus vont augmenter la dépendance que nous avons donc vis-à-vis d'elles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les blockchains. Vous retrouvez ici donc l'ensemble maintenant des webinars que je vais animer donc, à partir de la semaine prochaine, hein, avec les véhicules autonomes
pour lesquels je pense que ça ne sert à rien. Donc vous pouvez bien entendu vous connecter, vous inscrire à tous ces webinaires qui sont maintenant planifiés jusqu'à la fin de l'année donc de 2025. Alors je vous rappelle que vous pouvez trouver donc la vidéo que vous suivez donc actuellement et puis vous pouvez télécharger donc le PDF correspondant au PowerPoint donc que je vous ai montré. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était un sujet intéressant, ça, parce que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'entreprises, eh bien, la question se pose. La blockchain, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'y vais pas. Mais moi, je pense que la première chose à faire, hein, c'est d'essayer de comprendre ce à quoi on a affaire. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et laissez-moi vous dire que je vous remercie donc de votre attention et que j'espère vous retrouver donc prochainement sur nos webinaires. Merci infiniment.